Page dans un nouvel onglet. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour votre grand forum jusque 18h, merci d'être avec nous et en direct. Avec dans un instant, nos chroniqueurs aujourd'hui seront 3, Tarek Mami, Khadija Benramdan, ainsi que Farid Tamsamani, un invité, Christophe Oberlin, le chirurgien humanitaire, le professeur Oberlin, pour venir nous parler de son livre. Dans un instant, aussi avec nous, Vincent Gerbier de la FCPE, pour parler de ce qui se passe du côté de Épinay. On est dans un lycée et a priori il y a conflit entre les parents d'élèves et la direction de l'établissement, en cause les conditions sanitaires qui ne sont pas respectées et les cours qui ont du mal à se faire. Nous serons aussi en direct avec le docteur Ranam qui lance une cagnotte pour venir en aide justement à des appareils respiratoires pour la Tunisie, une cagnotte qui est en ligne, on en reparlera avec lui. À suivre dans le grand forum et de toute l'actualité bien sûr, on parlera de l'élection américaine où Biden est très bien parti pour remporter cette élection. On fera le point tout à l'heure avec nos chroniqueurs. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti dans un instant pour le LGF. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum avec des petites conditions un peu particulières aujourd'hui. Voilà, c'est plus d'internet, plus rien. Voilà, mais c'est pas grave, on a toujours des solutions évidemment pour parer à ces petits soucis techniques. Merci d'être avec nous en ce vendredi, un programme chargé, vous disais-je. Nous recevrons dans quelques instants le chirurgien humanitaire Christophe Oberlin qui sera avec nous dans un instant pour nous parler de son livre, un livre qui fait beaucoup parler sous forme d'enquête, puisque Christophe Oberlin nous propose son livre qui s'appelle « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête ». On en reparlera avec lui dans un instant et puis on en profitera également pour lui poser quelques petites questions sur la Covid-19 parce qu'il faut dire la Covid, c'est important. Une petite dédicace aux routiers, à ceux qui rentrent évidemment, Christian évidemment l'italien et puis à Mokran aussi. Bon courage les gars et bonne route. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, bon courage bien entendu à toutes et tous, où que vous soyez d'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Et je salue d'ailleurs de nouveaux auditeurs qui nous écoutent sur le DAB+ à Toulouse depuis hier, ainsi qu'à Bordeaux aujourd'hui aussi sur le DAB+ toujours. Donc on commence à avoir une belle petite couverture du côté de la radio numérique, sans oublier nos différentes fréquences FM. Pour l'instant, elle est toute seule à être arrivée, mais évidemment très fidèlement au poste. Bonjour Khadija, comment ça va ? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. Quand on n'a pas d'internet, finalement, on s'en sort toujours. Hein ? Il y a quelques années, on se passait bien d'internet, alors pourquoi pas ? Ah bah oui, pourquoi pas. L'essentiel, c'est de pouvoir se parler. Donc. Exactement. Comment va Khadija ? Comment va Khadija ? Eh ben très bien, très bien. C'était une journée chargée, donc on la termine tout doucement. Bon. Sur une très bonne note avec toi, donc ça a bien passé. Oh, c'est gentil ça. Bon, Tarek Mami nous rejoindra dans un instant quand il daignera nous appeler. La belle histoire qui, du coup, va rester confiné chez lui en écoutant attentivement l'émission pour nous faire le petit résumé de cette dernière un peu avant 18h. Farid Tamsamani qui sera ici avec nous en studio, mais visiblement qui a encore quelques petits retards à cause de sa moto certainement, et Christophe Oberlin aussi, le chirurgien et humanitaire Christophe Oberlin avec nous donc dans cette émission. On fera un petit tour par Épinay-sur-Seine les amis, parce qu'il se passe des choses un peu étranges dans les lycées, dans le lycée d'Épinay-sur-Seine. Il semblerait qu'il y ait comme un face-à-face entre les parents d'élèves et entre la direction du lycée.
En cause, bien entendu, eh bien les conditions sanitaires dues à la Covid-19. Blanquer, d'ailleurs, qui a annoncé de nouvelles choses dans ce sens. Cher Khadija, ça semble être très compliqué aujourd'hui pour les collèges et pour les lycées aussi, qui peinent à respecter justement ces fameuses règles sanitaires. C'est très compliqué, surtout quand on a affaire à des lycées qui ont plus de 1000 élèves, en cours de récré, enfin dans les couloirs. C'est très compliqué de faire respecter les gestes barrières, Khadija. Bah oui, exactement. C'est vraiment compliqué à faire respecter. Il y a aussi des moments où les contacts sont, on peut pas y échapper, comme à la cantine par exemple. Dans les salles de cours aussi, on retire le masque, on se croise dans les couloirs. Donc c'est vrai que c'est compliqué et on peut comprendre l'inquiétude des parents. On en parle avec vous d'ailleurs si vous voulez nous appeler bien entendu au 01 40 33 9000 pour nous dire si vous aussi vous constatez des petits problèmes dans ce sens. Eh bien vous nous appelez bien entendu où que vous soyez pour nous dire un petit peu comment ça se passe dans les écoles quand vous emmenez vos enfants, que vous disent-ils, est-ce que finalement les gestes barrières sont respectés dans les écoles. On en parle ensemble. On parlera évidemment de ce qui se passe du côté des États-Unis. Est-ce que tu suis un petit peu déjà du côté des États-Unis ce qui se passe avec ces résultats qui se font attendre, les élections présidentielles bien sûr, et un combat serré entre Biden et Donald Trump, où Biden semble reprendre largement l'avantage, notamment dans des États clés comme la Pennsylvanie ou la Géorgie, où visiblement à l'heure où nous parlons, il est pour l'instant en tête. On en reparle dans un instant, je vais chercher nos invités, on est de retour. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Merci d'être avec nous en direct. Comme quoi, finalement, avec un peu de patience, on finit toujours par y arriver. Je vais saluer mon ami Farid Tamsamani qui est arrivé en studio. Bonjour mon Farid. Salut Christophe, salut tout le monde. Comment ça va mon Farid ? Ça va, tout va bien. Bon, très bien. Des élections passionnantes aux États-Unis ? Oui, j'ai un peu lâché ces dernières heures, mais effectivement très passionnante, ouais. Ah bah oui, plus que passionnante, puisque pour l'heure, toujours visiblement, pas. Biden reprend l'avantage, notamment en Pennsylvanie et en Géorgie. Donc il semblerait quand même que Donald Trump soit de plus en plus compliqué pour lui, hein. Bah, il avait pas mal de retard, mais après, comme prévu, Trump en fait va contester un certain nombre de votes, notamment. Ah ça c'est sûr, il faut s'y attendre. Notamment le vote par correspondance. Oui. Khadija est avec nous aussi, hein, n'est-ce pas ? Oui, je suis là. Bon, j'écoute. ça marche. Donc tous les intervenants là pour intervenir par internet, ça marche. Les amis, vous pouvez nous appeler. Hop, Tarek Babi qui va nous rejoindre dans un instant. La belle histoire aussi qui sera avec nous et puis notre invité donc disais-je tout à l'heure. On parlera du côté d'Épinay-sur-Seine, Farid, tout à l'heure parce qu'on a quelques problématiques qui nous sont remontées, notamment au niveau des lycées où apparemment le bras de fer se soit engagé entre la direction et les parents d'élèves. Les parents d'élèves en fait dénoncent justement le manque d'organisation autour des règles sanitaires, des enfants qui avec les nouvelles règles, vous savez, qui vont faire à 50-50 cours à la maison et dans l'établissement, sauf que les cours à la maison ne sont pas toujours assurés. On ressemble retrouver un petit peu les mêmes problématiques que durant le premier confinement, Farid. Toutes ces règles, finalement, avec peut-être dès ce soir d'ailleurs, la fermeture de tous les points des petits commerces et les ventes à emporter à partir de 22h à Paris. Est-ce que tu y comprends encore quelque chose, Farid, sur toutes ces choses-là ? Oui, alors en plus, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose dont je suis particulièrement, et notamment, c'est bizarre, parce que tu parlais d'Épinay-sur-Seine, alors je sais pas de quel établissement tu faisais référence. Il y a un véritable risque, effectivement, sanitaire de contamination, notamment chez les lycéens, les collégiens et le personnel enseignant, notamment. Et en vérité, on ne comprenait pas comment, d'un côté, on pouvait parler de confinement sur un certain nombre d'activités, effectivement, celui-ci. Alors, il a été, souvenez-vous, au premier confinement, plutôt mal géré, puisqu'en fait, il y avait une véritable fracture numérique, fracture territoriale par rapport notamment à un certain nombre il faut le dire clairement, d'un certain nombre de territoires, notamment dans les quartiers populaires, où les gens n'étaient pas forcément équipés, où les gens n'étaient pas forcément préparés, d'ailleurs.
Moi, ça m'avait beaucoup choqué. Au premier confinement, entre des établissements, par exemple de Paris et d'ailleurs, parfois, à Paris, avant même l'annonce du confinement, 15 jours, 3 semaines avant, ils faisaient des tests entre les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. Ce qui n'était pas forcément le cas ailleurs. Donc, c'est assez problématique. Là, je crois que le ministre a parlé hier, le ministre de l'Éducation nationale. Oui, Jean-Michel Blanquer, oui. Voilà, où il annonce, je ne sais pas ce qu'il avait... Je ne me souviens plus exactement dans les détails ce qu'il avait annoncé, mais il a permis effectivement d'avoir ce qu'on appelle des dédoublements. Et je crois savoir qu'en fait, un certain nombre d'enseignants, notamment dans ces quartiers-là, en fait, demandent effectivement des dédoublements parce qu'en fait, il n'est pas logique d'être, par exemple, avoir un protocole sanitaire qui dit que on ne doit pas brasser, le brassage doit être limité pour les élèves et en même temps avoir des classes surchargées où il y a 20, parfois 30, parfois dans les lycées généraux. On a l'impression quand même que tout ça c'est de l'amateurisme. Enfin, il y a de l'impréparation quand même. Il y a clairement de l'impréparation. Après, il y a la réalité des établissements, c'est-à-dire que les classes sont pas extensibles parce qu'elles sont pas configurées à la base pour accueillir, pour éviter cette distanciation sociale. Moi, je me souviens quand j'étais lycéen, on était les uns sur les autres, ça nous dérangeait pas. Bon, l'époque a un peu évolué. On sent aussi effectivement une volonté de pas faire trop de bruit. La vérité, il y a de ça aussi. Et il y a un véritable sentiment aussi de ne pas complètement abandonner les élèves et de ne pas justement faire ce qu'on a fait au premier confinement, c'est-à-dire faire du distanciel à 100%. Parce qu'on sait que quand on fait du distanciel à 100%, vous avez le risque, en tout cas, de perdre une partie et d'accentuer certaines fractures, notamment ce qu'on appelle le décrochage scolaire pour les collèges et les lycées. Et je pense qu'il faut, avec intelligence, réfléchir effectivement avec des solutions. Alors, il y a des solutions, ce qu'on appelle des solutions hybrides, peut-être, ou des dédoublements quand c'est possible dans les établissements. Mais quand il y a beaucoup d'élèves, quand c'est relativement important comme établissement, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, je pense que les équipes pédagogiques, les enseignants, les directions et les parents d'élèves, à mon avis, sont... On en reparlera tout à l'heure, en tout cas, avec le représentant de la FCPE du côté de Épinay, monsieur Vincent Gerbier, qui sera avec nous sur France Maghreb 2, parce qu'ils ont souhaité justement qu'on médiatise un petit peu toute cette affaire. Et c'est avec grand plaisir que j'ai dit et accepté, bien entendu. Est-ce que, par exemple, Khadija, toi, tu es étudiante en sciences politiques, on le rappelle, donc, et on salue d'ailleurs l'arrivée de Tarek Mami aussi, qui nous rejoint. Bonjour Tarek. Bonjour Tarek. Bonjour. Salam cher. Salam cher, vous êtes déjà sur place? Eh bah oui, attendez, on a commencé l'émission avec un petit peu de difficulté, on n'avait pas d'internet, mais bon, on y est finalement arrivé. Et puis oui, on a démarré, ça y est mon cher Tarek. Donc d'ailleurs, j'en profite... Je sais que tu es un chef, que tu t'en sors, moi j'étais en visioconférence avec des gens. Ah d'accord, bon chacun sa conférence alors. Et on salue d'ailleurs. Juste de terminer. On salue cher Tarek, et là c'est la casquette de président de radio, de nouveaux auditeurs en DAB+ depuis hier, Toulouse et aujourd'hui Bordeaux. Voilà, donc je suis heureux donc de saluer les auditeurs qui nous connaissaient déjà sur l'application, sur le satellite. En avant, ils vont pouvoir nous écouter dans leur voiture. Et s'ils achètent une petite radio, cher Christophe, de 50 € pour ce qu'on appelle en belle langue française la kitchen radio, c'est-à-dire la radio de la cuisine, et ils vont pouvoir donc écouter France Maghreb 2, écouter cher Christophe Pro, tous les jours avec sa grande émission, le LGF. Aujourd'hui, donc, cher Farid avec nous, et tous les jours, donc, on va être écouté, et j'espère surtout entendu, cher Christophe, dans 2 grandes villes de France, Bordeaux et Toulouse. Ouais. Et ainsi, France Maghreb 2 commence à avancer petit à petit. Et d'ici la fin de l'année, on sera sur les 15 plus grandes villes de France. D'ici quelques mois plus tard, sur les 20 plus grandes villes de France, parce que nous serons d'ores et déjà à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux et à Toulouse. Et déjà, ça, c'est les grandes villes de France. Et nous y sommes tous. Et nous sommes heureux. J'espère que nous pourrons, cher Farid, cher Christophe, et Khadija qui est là, Tarek. Ce pluralisme auquel nous tenons.
et cette liberté d'expression est de ton ouverte à tous, de manière à ce que chacun puisse intervenir et surtout, chacun puisse avoir le droit de dire ce qu'il pense, dans le respect de la loi, bien sûr, dans le respect de la règle de la République, mais que la parole ne soit pas confisquée par quelques-uns au nom de tous. Et il y a Khadija aussi qui est avec vous, cher Tarek. Khadija qui est Bonjour, Tarek. étudiante, Oui, on le bonjour, rappelle, Khadija, en je sciences savais pas qu'elle politiques. était déjà là. Bonjour. Sciences politiques, Enchanté. 3e année. Alors justement, on parlait de ces difficultés, Khadija, avant de changer de sujet, de parler d'actualité, et notamment d'élections américaines. Farid Ouais. nous expliquait les difficultés qui peut y avoir dans les établissements scolaires pour le respect des règles sanitaires. Toi qui es étudiante en sciences politiques, 3e année, comment ça se passe, les cours, c'est en distanciel? Alors, pour toutes les études du supérieur, on est quasiment tous à distance. Ça se passe bien dans l'ensemble. On arrive à se discipliner plus ou moins. Moi, j'ai une pensée pour mes élèves lycéens et pour les collégiens qui, eux, galèrent beaucoup plus et qui ont déjà galéré parce qu'en fait, ce qui les menace vraiment, c'est l'irrégularité. Et c'est ce qui fait qu'ils lâchent, qu'ils décrochent ou qu'ils font leurs devoirs de façon assez bâclée. Et donc, voilà, moi, je m'inquiète vraiment pour eux plutôt que pour les gens du supérieur. On arrive assez à s'organiser, même si ça reste difficile de finir ces études sur une note aussi isolée, on va dire. Ouais, et est-ce Donc, voilà. est-ce que finalement les élèves qui ont justement cette discipline du travail peuvent s'en sortir et ceux qui ne peuvent pas forcément être motivés parce que les cours ne sont pas toujours assurés, les heures, enfin les cours sont toujours annoncés à la dernière minute. Moi, je vois par exemple, Ouais. à titre personnel, à titre d'exemple, mon fils fait sa première année en supérieur et de commencer de la sorte, c'est assez compliqué, d'autant plus que parfois il y a beaucoup de cours qui sont pas en direct, donc il faut faire Ouais. l'effort en fait de travailler. C'est ça qui est compliqué. Ah, mais c'est exactement ça. C'est un effort supplémentaire. Il faut s'adapter de façon. C'est une nouvelle manière d'étudier. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux parents qui nous écoutent ou aux élèves qui nous écoutent, c'est il faut discipliner son temps. Il faut se faire des plannings, des to-do list de semaines, de journées. Il faut vraiment millimétrer le temps pour être sûr de pas procrastiner, de pas attendre le lendemain. Il y a une méthode qui est très connue dans le milieu supérieur, c'est le Pomodoro Timer. Donc, c'est en gros un minuteur de 25 minutes qui vous permet d'être concentré pendant 25 minutes et vous faites des pauses de 5 minutes toutes les 25 minutes. C'est assez flou comme ça, mais si vous l'utilisez, vous verrez que ça aide à se discipliner et à organiser sa journée. Je sais pas si ça rappelle des souvenirs à Tarek. Procrastiner, c'est un mot que j'adore. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens passent leur vie à le faire sans savoir ce que c'est. Et en arabe et dans la culture islamique, on dit ne laisse pas ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Or, procrastiner, c'est justement laisser les choses à demain en disant bon, je m'en occupe demain, et en définitive, on s'en occupe pas. Et l'information que je viens d'avoir tout à l'heure dans une dépêche, cher Christophe, contrairement à l'année dernière, ou comme l'année dernière, mais d'une manière différente, le bac cette année aussi se fera, et là c'est Khadija qui va conseiller à tous ses élèves, sur le contrôle continu. L'année dernière, donc, ça a été décidé en gros en avril ou fin mars, début avril, parce que le Covid a commencé début mars. Mais cette année, il a été décidé dès aujourd'hui, alors qu'on est en mois de novembre, qu'à partir de maintenant, il faut bien travailler au quotidien pour avoir de belles notes, de bonnes notes, et pour réussir son bac grâce à ces notes qu'on va accumuler tout au long de l'année. Et vous savez comment c'est la nouvelle réforme. Adepte de comment dire, du principe de Iqra, qui est le premier verset du Coran. Beaucoup pensent que le Coran commence par le Fatiha, parce qu'aujourd'hui, on commence la lecture par le Fatiha. Là, le Coran commence, en tout cas, le premier verset qui est descendu, c'est Iqra. Iqra, c'est lit, comprends, interprète, fais ton exégèse, conteste. C'est toute la qualité de la lecture, et j'espère Monsieur que... Mamis s'islamise. Attention, je vais appeler le 08, moi. Non. Alors, parce que oui, cher Christophe, cette parole est rejetée par les islamistes. C'est vrai, vous avez raison. C'est la parole d'Averroès Ibn Rushd et les autres qui considèrent que Dieu a créé des êtres humains avec une raison. Et c'est pour ça qu'avant de leur dire croyez dans la foi, croyez en Dieu,
croyez dans le prophète. Iqra pour que tu puisses être convaincu de ce que tu décides. Et donc, ce n'est pas une vision islamite. Quelque part, c'est une vision, cher Christophe, laïcarde. Et dans certains pays, on pourrait même se faire zigouiller pour ce genre de discours. Bon, alors on va faire une petite parenthèse, mes amis, pour filer en Tunisie, parce qu'apparemment, on a besoin de respirateurs. Et nous sommes avec le docteur Ranem. Bonsoir, docteur. Bonsoir Christophe. Bonsoir docteur et bienvenue sur France Maghreb 2 et vous avez lancé une cagnotte pour permettre l'achat de respirateurs en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe? L'État tunisien n'a plus assez d'argent? Ah, vous savez, même en France actuellement, je crois que la crise est mondiale, aussi bien économique que sanitaire. Ouais. Et ben, la Tunisie, en général, quand il y a une crise comme ça, c'est les pays les plus... si j'ose dire, faibles économiquement qui souffrent le plus. Et donc, il est normal que nous, en France, en tout cas résidents tunisiens en France, qu'on vienne au secours de nos compatriotes tunisiens. De quoi avez-vous besoin concrètement aujourd'hui, docteur? Eh bien, écoutez, en tout cas, les besoins sont nombreux, mais nous, on essaie d'aider à notre manière. Donc, si vous voulez, il y a un collectif... de Tunisiens de France, un collectif d'associations qui a fait une cagnotte pour acheter 1500 CPAP de Boussignac. C'est un petit appareil portatif qui peut aider les gens à respirer quand il manque d'oxygène. D'accord. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu sur la cagnotte, on a, je crois, plus de 75 000 euros. Ah, vous êtes aujourd'hui à 76 444. Les Tunisiens sont généreux. Pas assez encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça représente à peu près 45% de ce que vous demandez, cher docteur. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait, nous, c'est acheter 1500 CPAP qui vont être distribués aux hôpitaux tunisiens du nord au sud de façon juste et rationnelle. Et pour cela, on a besoin d'une cagnotte qui fait 170 000 euros. Donc, on est un peu loin du compte, raison pour laquelle j'ai fait appel aujourd'hui, et merci de m'avoir donné l'antenne, pour que nos compatriotes soient généreux et participer à cet acte humanitaire dont nos compatriotes tunisiens ont besoin. Les coordonnées de la cagnotte, cher docteur. Je crois que je l'ai donné à la radio. Non mais il faut le redonner là, il faut le redonner en direct, docteur. Ah non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, cette cagnotte est internationale. Donc tous les gens de tous les pays peuvent y participer. Et d'ailleurs, en Tunisie aussi, cette cagnotte existe. Et donc, je l'ai envoyée tout à l'heure à votre président, M. Tarek Memi, pour la mettre un peu sur votre site. Et je vous le renvoie de toute façon. Mais elle est quand même difficile un peu à lire. Même si je la dis comme ça, les gens ne retiendront pas. C'est sur le site Hello Asso, Association Tunisien des Deux Rives. C'est ce qu'il faut taper dans la barre de recherche. Hello Asso, Tunisien des Deux Rives. Alors, juste pour vous dire, en fait, beaucoup de nos compatriotes se posent la question sur comment va être distribué et comment va être géré ce stock de matériel qu'on va envoyer en Tunisie. Sachez que il y aura une transparence totale puisqu'il y aura un comité local pour recevoir le matériel et pour le distribuer de façon, comme je disais tout à l'heure, rationnelle dans toutes les régions de la Tunisie. Et certains membres du collectif qui est coordonné, comme vous venez de le dire, par l'association des Tunisiens de Deux Rives de la Méditerranée, et ils veilleront à ce que tout se passe normalement et que nous savons tous que la crédibilité dépend de notre transparence et on sera transparent. Et M. Mohamed Nasser Barouti, qui est le responsable du pôle médical pour cette association des Tunisiens des Deux Rives de la Méditerranée, fera un compte-rendu détaillé du matériel et de sa destinée. Très bien. Eh bien, donc, je vous invite à vous rapprocher. Un petit mot, si vous permettez. Donc,
comme vous avez cité ce responsable, cher docteur Ghanem, on voudrait l'avoir une fois que cette opération est terminée, de manière à ce qu'il puisse expliquer aux auditeurs de France Maghreb 2 combien, en définitive, de respirateurs vous avez pu acheter et surtout, quels sont les hôpitaux qui ont été servis, parce qu'on a tendance en Tunisie à donner les aides aux hôpitaux des grandes villes, aux hôpitaux de la côte, et on oublie généralement les villes intérieures, style Le Kef ou Kasserine ou Gafsa, ou toutes ces villes qui ont beaucoup plus besoin de ces aides que des fois les grandes villes de Tunisie. Merci docteur, en tout cas. Ça sera pas le cas pour une simple raison que la CEPAP de Boussignac sert surtout pour pouvoir transporter les patients dans les grands hôpitaux. Donc, ça sera plutôt dans les régions qui sont un peu désertiques pour qu'on puisse prendre les patients en charge et les transporter jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est pas vraiment, une machine qui va être dans les grands hôpitaux comme de l'aspiration artificielle. Non, c'est un petit appareil qui est portatif, facile à faire fonctionner. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour le mettre en route et qui peut sauver beaucoup de malades, en particulier pour justement les transporter des régions désertiques vers les régions qui ont Très les bien. grands hôpitaux. Merci docteur. Et rapprochez-vous du site de la radio www.francemaghreb2.fr et du Facebook, bien entendu, pour retrouver la cagnotte. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, bien entendu. Merci docteur et à très bientôt. Dans un instant, Biden, Trump. Le match est presque fait. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là, merci d'être avec nous en direct ce vendredi avec toutes les difficultés du monde aujourd'hui, mais on y arrive, tout va bien avec Farid Tabsabani qui est avec nous bien entendu, Tarek Mami et Khadija Benrandan qui est également avec nous et notre invité qui est arrivé, qu'on va saluer d'ailleurs, qui va prendre part aussi aux discussions et il va nous parler de son livre, monsieur le professeur Christophe Oberlin. Bonjour professeur. Bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va? Bonjour Tarek, ça va très bien, tout va bien. Bon, merci d'être avec nous en direct. Bonjour les deux Christophe. Donc. Bonjour voilà, Tarek. c'est ça. Christophe Oberlin, il va nous parler de son livre, justement, qui est sorti il y a combien de temps maintenant? 15 jours à peu près. Oui, donc c'est tout récent. Je viens de le terminer ce matin, donc j'ai tout lu. Formidable. Ça se lit comme un roman. Bien qu'il y a beaucoup de droits, mais ça se lit comme un roman pour celui qui est intéressé par la question palestinienne et j'allais dire par la justice à travers le monde. Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête. Monsieur Oberlin, vous allez nous expliquer pourquoi vous vous lancez comme ça dans une enquête. Vous êtes un petit peu sorti de votre profession pour le coup. Alors l'enquête, c'est pas mon enquête. L'enquête, c'est l'enquête de la Cour pénale internationale. Parce que même si personne n'en parle en ce moment, eh bien, des décisions très importantes ont été prises. Il y a exactement 5 ans, eh bien, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Et au bout de 5 ans, on va dire c'est long, mais j'explique dans mon livre qu'il y a énormément de travail pour aboutir à cette décision. Eh bien, Fatou Bensouda a décidé qu'elle allait ouvrir une enquête, une full investigation, c'est-à-dire une enquête pénale qui aboutira nécessairement à des auditions et des condamnations. Alors, donc c'est un événement historique. C'est la première fois, après l'ouverture d'enquête sur l'Afghanistan, que la même Fatou Bensouda a décidé. Eh bien, c'est la première fois qu'un pays occidental, entre guillemets, se trouve amené devant la Cour pénale internationale. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Hein. Ce livre, Christophe Oberlin, restez avec nous. Vous êtes tranquillement avec nous jusqu'à 18h, jusqu'à la fin. Si vous le pouvez, j'espère que oui. Tout à fait. Bon, alors j'aimerais qu'on parle avant de parler de ce livre, un petit peu de ce qui se passe outre-Atlantique. Je suppose que vous suivez un petit peu l'actualité, monsieur Oberlin, et de ce match entre Trump et Biden. Qui semble être, Farid, à l'avantage de Biden à l'heure où nous parlons, puisque en Pennsylvanie et en Géorgie, des États clés importants, eh bien on s'aperçoit que le comptage, pour l'instant, est favorable à Biden. Oui, je crois qu'apparemment, en tout cas pour la Géorgie, ça a l'air beaucoup plus important. Pour la Pennsylvanie, apparemment, c'était dans un mouchoir de poche. Je crois que l'écart est
est à peu près de 1000 voix. Je rappelle pour nos auditeurs, c'est que celui qui gagne un État par rapport au nombre de voix, en fait, remporte l'ensemble des électeurs de cet État-là. Et je me souviens plus trop du décompte, mais pour avoir les 270, je crois que Joe Biden est tout proche. Je crois qu'il lui manquait 6. C'est ça, il était à 264. Ouais, voilà, c'est ça. Il lui manquait 6 grands électeurs. Et Trump était bloqué à 214. Était bloqué à 214. Alors théoriquement, Trump pouvait toujours remonter. Statistiquement, je pense que c'est quasiment plié. Va se passer, à mon avis, une très grande opération juridique, on va dire, de contestation des troupes de Trump. Il faut s'y attendre. Voilà, enfin, c'était déjà annoncé en vérité avant l'élection. Mais pour nous qui avons un œil plutôt franco-français, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais qui est très propre aux États-Unis selon le mode de scrutin et les modalités potentielles de scrutin des Américains. Je rappelle qu'en fait, en France, le vote par correspondance est interdit depuis, je ne sais plus quand, mais je crois que depuis l'après-guerre, ou en tout cas depuis la 5e République, si je ne dis pas de bêtises, enfin à vérifier naturellement. Il existe en France ce qu'on appelle un vote par procuration. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu les États-Unis d'Amérique, c'est un peu un pays, j'allais dire pas de bisounours, mais parfois un peu naïf, où effectivement la fraude existe, mais elle existe dans les deux camps, traditionnellement, hein, pas que dans le camp des démocrates, également dans le camp des républicains. C'est relativement facile de tricher, on va dire, pour le vote par correspondance. La difficulté, c'est pour Trump, en tout cas aujourd'hui, c'est que, si je dis pas de bêtises, le vote par correspondance est estimé à peu près 100 millions de bulletins, ce qui veut dire quasiment la moitié des votes de cette année-là, qui va être, à mon avis, très compliqué de contester. Mais je crois savoir qu'il ne va pas contester sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des États, mais uniquement sur quelques États. Faut rappeler à nos auditeurs, c'est qu'aux États-Unis, les bulletins ne sont pas supprimés après le vote. Ils sont toujours gardés, contrairement à la France, où dans une soirée électorale, une fois qu'on les a comptés, qu'on a validé les PV, les bulletins sont déchirés ou brûlés ou je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'on en fait en France. Donc alors, 5500 voix d'avance hein, pour la Pennsylvanie. 5500, donc j'ai dit 1000, donc 5500, donc c'est un peu plus important. Mais à l'échelle d'un État, en vérité, c'est pas grand-chose. On sait pertinemment que Biden va remporter presque l'élection. Mais d'ici janvier, parce qu'en réalité, l'investiture aura lieu en janvier, donc Biden sera déclaré ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme exact, mais c'est President Act ou un élément comme celui-ci. En clair, que sans les recours, il est potentiellement le président. Et Trump va tout faire d'ici là, à mon avis, pour contester tout ça. D'après Fox News, il aurait admis avec des conseillers sa défaite. Mais c'est encore une fois d'après Fox News. Pour Trump ? Oui. Oui. De toute façon, quand on a 4 États... Quand il y a que 6 grands électeurs et qu'il y a encore 4 États à dépouiller à 100%, statistiquement, ça a l'air compliqué pour Trump. Mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est pas l'élection de Biden. On sait qu'en vérité, c'est pas Biden qui est élu, c'est juste un dégagisme de Trump pour différentes raisons. Un peu ce qu'on a connu en France pour Hollande. J'espère pour les États-Unis qu'ils connaîtront pas la même suite que la France. Mais ce qu'il faut dire, pour celles et ceux qui sont intéressés par la politique américaine, c'est qu'en vérité, la fracture est encore davantage accentuée que sous Trump. Les États qui ont voté massivement, ou en tout cas qui ont porté Biden, sont essentiellement, par exemple, des quotas côtiers, hormis la Floride, si je ne dis pas de bêtises. Et quasiment tout l'intérieur des États-Unis, en fait, est républicain ou Trump. Ce qui veut dire que, moi, je vous avais annoncé la semaine dernière que un grand risque, alors pas de guerre civile au sens historique comme on peut le connaître et juridique, mais à mon avis, il va y avoir des tensions énormes dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans ces deux Amériques-là qui paraissent, à mon avis, irréconciliables. Et Biden, qui est pas tout jeune, hein, faut pas se mentir, qui en réalité était l'ancien vice-président de Barack Obama, à mon avis, même si l'État profond aux États-Unis est beaucoup plus puissant qu'on le pense, à mon avis, ça va être très compliqué. Tarek Mami. Si je peux me permettre oui, vas-y, de compléter ton propos. Vas-y, Khadija. Allez-y, Khadija, et moi je parlerai Si je peux me après. permettre de compléter le propos qui a été tenu, il faut aussi prendre de la hauteur sur le comportement de Trump qui est jusqu'au bout antidémocratique. Hein. Il a dénoncé plusieurs fois le vol de la victoire par Biden. Il refuse d'attendre la procédure officielle.
Il s'est déclaré, il y a quelques jours, il s'est déclaré comme ayant déjà gagné avant de revenir sur ses propos. Donc voilà, il ne faut pas oublier que son comportement est jusqu'au bout, tout au long de son mandat et jusqu'aujourd'hui, antidémocratique, complètement, il fait du Trump contre en fait. les règles. Oui, du Trump tout craché, qui est assez, c'est assez effrayant de voir que la première puissance mondiale s'exprime ainsi sur son propre sol et à l'international. Moi, je dirais pas antidémocratique, je parlerais plutôt de cinéma électoraliste. Antidémocratique, on va le voir s'il va accepter ou non la défaite. C'est surtout là-dessus. Après, c'est quelque chose de très nouveau. Aux États-Unis, c'est pas la première fois. Souvenez-vous du recomptage notamment des voix en Floride je crois que pour l'élection de... c'est Bush contre Al Gore. Bush contre Al Gore, effectivement. Donc on avait eu pendant des jours et des jours, pour pas dire des semaines. Des semaines, effectivement, le même cinéma. Là, en fait, c'est accentué. Pourquoi ? Parce qu'on a un président sortant qui est assez fantasque et qui, effectivement, parle parfois pour rien dire, très clairement. On va pas revenir là-dessus. Et effectivement, l'aggravation des réseaux sociaux et des chaînes d'infos continuent d'ailleurs. Tarek Mami. Alors moi, c'est très compliqué pour comprendre donc le mode du scrutin. Moi, je viens de commettre ce matin un article sur le site, j'envoie les auditeurs à le lire. Et justement, le titre de mon article, c'est « Élections américaines, un épisode au suspense hollywoodien de Hollywood ». Et que je coupe en 3 parties. Donc, la course au finish. En fait, aujourd'hui, à l'instant où on parle, Joe Biden a besoin de 6 votes. Donc, qui gagne un État, n'importe quel État. Le plus petit de ces États, c'est le Nevada, avec 6 électeurs. Donc, s'il gagne, c'est lui-là. Alors que de l'autre côté, M. Trump doit gagner 4 États sur 5 pour être sûr. Et il doit gagner impérativement la Pennsylvanie dont vous venez de parler, cher Christophe. Donc, les carottes sont cuites. Reste à savoir la méthode. Et en plus, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin qui n'est pas habituel aux États-Unis, c'est que tous les médias, y compris les médias qui étaient proches de Trump, l'ont lâché, notamment Fox News. Fox News est aujourd'hui la télé qui fait la plus de projections, alors que c'est la télé la plus proche de M. Trump, pour donner donc les villes, les États qui tombent. Et ce qui s'est passé ce matin est dramatique pour l'Amérique, est dramatique pour M. Trump, et j'espère qu'on n'y arrivera pas en France pour la prochaine élection ou la suivante, parce que nous copions en fait ce qu'en font les Américains 10 ans à l'avance. M. Trump a pris la parole vers 5 heures du matin, heure de Paris, pour une intervention de 15 minutes. Il y a 2 chaînes de télévision nationale uniquement qui l'ont diffusée, c'est CNN et Fox. Toutes les autres les ont coupées au fur et à mesure. Et la première chaîne qui l'a coupée, c'est une chaîne donc, qui doit s'appeler CNBC, qui l'a coupé au bout de 30 secondes avec la première phrase en disant, cher Christophe, écoutez bien, vous le faites vous, souvent, notre rôle, c'est d'informer nos téléspectateurs et non pas de diffuser de thèses complotistes. Et il a déjà menti en 30 secondes. Nous n'allons pas lui laisser l'antenne pour qu'il continue à mentir pendant les minutes qui suivent. C'est dramatique. Mais c'est voilà la situation de la société américaine aujourd'hui. Oh. Et pour terminer donc, sur cet article-là que j'invite les auditeurs à aller lire, c'est que sur France Maghreb 2, sur le site donc, de France Maghreb 2, c'est que des républicains ont lâché Trump, y compris donc, un ancien conseiller de George Bush qui s'appelle Karl Rove, et qui dit ce que nous raconte le président ou le candidat républicain qui est son candidat, ressemble beaucoup plus à un film de James Bond qu'à une réalité politique de l'État et de la République donc américaine. Christophe Oberlin, finalement, entre Biden et Trump, quel est le meilleur ami des Palestiniens ? Oh là, ça sera un autre débat. Je dirais simplement que ce qu'on peut espérer quand même, quelles que soient les affinités de Biden, ce qu'on peut espérer, c'est que les sanctions qui ont été très personnelles prises par Trump à propos de certains juges de la Cour pénale internationale, avec des interdictions de voyager aux États-Unis, avec des blocages de comptes bancaires éventuels, qui sont des actes, là, véritablement complètement antidémocratiques. J'espère au moins que ces sanctions seront levées très vite. Et d'ailleurs, l'Union européenne a fait une demande récemment en ce sens, derrière l'Allemagne. Alors, Biden a quand même annoncé aujourd'hui
que s'il était président, le premier acte qu'il ferait, c'est de revenir dans l'accord sur le climat, l'accord de Paris sur le climat. C'est un signe qu'il envoie donc à beaucoup de gens et il laisse entendre qu'il reprendrait les négociations avec l'Iran pour remettre en place ou améliorer l'accord nucléaire sur le nucléaire iranien qui a été donc tout simplement jeté par le président Trump. C'est pas forcément un beau cadeau, par exemple, pour l'Europe, Biden, hein, Farid, non, si je ne m'abuse. Non, pour les Européens, que ce soit Biden ou Trump, en réalité, c'est la même. C'est la même chose. L'Union européenne, sans faire de thèse complotiste, en fait, est plutôt un intérêt pour les Américains. Quand je dis les Américains, c'est le système américain dans son ensemble. Sur l'accord de Paris, notamment, en réalité, c'était un argument de campagne hein, pour Biden, hein, contrairement à Trump. Et en fait, mais il peut dire, puisque les Américains sont sortis hier, si je ne dis pas de bêtises, officiellement, sauf que en fait, ce sont des accords internationaux, ça prend beaucoup plus de temps à les remettre. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va revenir, vous vous souvenez, on va revenir sous ce qu'on appelle une présidence entre guillemets normale américaine, sauf qu'elle, à mon avis, elle ne durera pas longtemps. Le système, pourquoi le système a lâché Trump? Non pas pour Biden, mais en réalité, c'est parce qu'en fait, le système, on a marre des frasques, et c'est tout à fait logique de Donald Trump, qui quand même était une parenthèse assez complexe pour les États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas forcément convaincu de la réussite présidentielle d'un président comme Biden, notamment à l'international, parce que je pense qu'on sera très très vite déçu, notamment sur ce qui vient d'être évoqué. Alors, non pas sur la Cour pénale internationale où effectivement là en vérité la démocratie va se réinstaller, mais notamment sur le Moyen-Orient, sur l'Iran, sur d'autres éléments. En réalité, on va revoir la position des États-Unis, ce qu'on appelle le système des États-Unis dans son ensemble. Et en vérité, il n'y aura pas grande différence. Peut-être pour l'Afrique, parce que le continent africain était une politique qui était complètement abandonnée et complètement inintéressante pour Trump. Trump s'en moquait complètement. Et là, du coup, les démocrates vont revenir sur cette position-là. En réalité, ils en sont déjà revenus puisque les Américains ont remis un pied physiquement sur un certain nombre de pays africains. Voilà, tout ça, c'est parfois aussi beaucoup de folklore. Et je pense qu'on va revenir sur de la normalité. C'est un peu le cas des États-Unis en général, c'est beaucoup de folklore. Oui, hein. c'est pas mal de cinéma, c'est pas mal de choses, mais le système en lui-même et les intérêts des États-Unis d'Amérique, ce qui est tout à fait logique, en fait, demeurera, si ce n'est n'accentuera. Juste une chose, pour terminer là-dessus, c'est que sous Trump promettait notamment une guerre totale avec la Chine, notamment sur l'aspect commercial des choses, etc. Je pense que ça sera un peu plus mesuré avec Biden, c'est vrai, mais le conflit latent qui nous attend, notamment entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, notamment en mer de Chine, et les alliances des uns et des autres avec le Japon et la Corée du Sud notamment, à mon avis, voleront en éclat dans les années à venir. Alors, sous Biden ou sous la succession de Biden, parce qu'il faut bien comprendre que Biden n'est pas tout jeune, premièrement. Oui, il est plus âgé que Trump. Hein. Et que, bon, c'est un secret de polichinelle, c'est pas quelqu'un qui est complètement... on va pas relever... Voilà, on va pas donner les soucis de santé que le futur président des États-Unis a, mais... voilà, c'est à mon avis, c'est beaucoup plus mesuré, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, alors... En fait, l'avantage, en un mot, cher Christophe, c'est que la pendule, si Biden gagne, va revenir à l'endroit que les uns et les autres connaissaient, alors que sous la présidente Trump, tout le monde est perdu, il n'y a pas les repères classiques, les bons et les moins bons. Christophe Oberlin. Ici présent le professeur chirurgien humanitaire Christophe Oberlin avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler de ce livre qui est sorti il y a une quinzaine de jours maintenant, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête. Christophe Oberlin, d'abord un petit mot sur la France, sur la Covid-19. Est-ce que vous comprenez un petit peu toutes ces décisions en pagaille du gouvernement, ce confinement, puis ce reconfinement, puis l'invitation à partir en vacances, l'impréparation justement de tout cela? Christophe Oberlin, de quel œil vous voyez tout cela?
Alors là, je dois dire que je ne m'attendais pas à avoir des questions sur ce thème et depuis 9 mois où on a vu tout un chacun, y compris des illustres inconnus du fond de leur salle de bain, donner des avis définitifs. Là vraiment, là vous me tendez un piège, Christophe, et je ne tomberai pas dedans. Non, ce que je veux dire simplement... C'est pas un piège, c'est l'actualité, monsieur Oberlin. Vous êtes d'accord, docteur, non, moi mais... je ne suis pas, je vous pose des questions. Oui, mais bon, il y a docteur et docteur. Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que ce que je reprocherais globalement à ce qui est fait depuis maintenant bien longtemps, c'est cette terreur qui a été instillée un peu partout, alors qu'il y a objectivement des éléments positifs. Je pense qu'on aurait dû globalement s'appuyer sur les éléments positifs de façon à encourager les uns et les autres à à avoir des attitudes responsables. Vous voyez, par exemple, pour prendre un exemple dans notre quartier, quand je rentre de mon lieu de travail et que je vois au cours des dernières semaines des milliers de personnes attablées dans les bistrots pendant des heures, je me dis que ça, c'est fait pour diffuser le virus, et je regrette personnellement qu'on ait fermé les petits commerçants qui pour beaucoup font faillite, et les enseignes de faillite dans les rues du quartier ici commencent à fleurir malheureusement. Donc je pense qu'on n'a pas assez fait appel à la responsabilité des uns et des autres, et qu'on n'a pas su donner l'espoir. Il y a aujourd'hui des éléments d'espoir. Il y a énormément de formes asymptomatiques. On a enfin les tests qui permettent d'avoir une idée qui nous permet de corriger le dénominateur de cette le pourcentage. Un résultat quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais globalement, les choses fonctionnent. Commence à fonctionner ça a mis du temps, mais enfin nous sommes un pays de 60 millions d'habitants, et si je pouvais faire un glissement, je dirais que la bonne attitude qui a pu être adoptée depuis le début, je vous donne en mille, c'est la bande de Gaza. La bande de Gaza, j'y étais pour la dernière fois en mars dernier. Elle est depuis complètement fermée pour des causes Covid notamment, en plus de toutes les autres causes. Dès le premier jour, pour les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, des tests ont été mis en place pour tous les entrants et les sortants. Des systèmes de quarantaine ont été installés de manière extrêmement musclée et efficace. Et ça a tenu finalement du mois de mars jusqu'au début du mois de septembre. Il y avait en tout et pour tout 1 mort et moins d'1 centaine de cas au 1er septembre de cette année. Et puis malheureusement, comme il fallait s'y attendre, des cas, je dirais, internes, ces fameux clusters, se sont déclenchés. Et aujourd'hui, pour 2 millions d'habitants, on en reste malgré tout à 37 ou 38 morts. Vous voyez, 2 millions d'habitants, c'est la moitié de Paris. Vous voyez, ça serait bien si à Paris, on avait obtenu de tels résultats. Autrement dit, avec une politique intelligente, et aussi avec quelques moyens, car c'est vrai qu'à Gaza, contrairement à ce qu'on s'imagine, il y a eu des moyens, et en particulier en matière de tests de dépistage, on a réussi à contenir. Mais contenir, ça aboutit à une population qui n'est pas en contact avec le virus, c'est une population qui n'a pas développé d'anticorps, et donc malheureusement c'est un petit peu reculé pour mieux sauter, et si un vaccin n'arrive pas dans les 6 mois, ça sera finalement la totalité de la population qui sera atteinte partout dans le monde avec les conséquences que l'on connaît. Très bien, merci d'avoir joué le jeu quand même, monsieur Oberlin, d'avoir répondu à ma question, ne pas l'avoir fui en tout cas, mais faut-il en avoir peur de ce virus ou pas ? Il faut en avoir peur parce qu'effectivement, les chiffres sont là. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'humanité a subi un certain nombre de catastrophes de ce genre. Je crois en tout cas qu'il ne faut pas que ça crée ça coupe la population en deux entre les pro-masques, les anti-masques, etc. Je crois qu'il faut essayer de calmer le jeu au maximum. Oui. Calmer le jeu au maximum. On va tenter en tout cas, je ne sais pas si on va calmer le jeu au maximum avec votre livre, puisqu'on va parler des dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. L'enquête, c'est le livre de Christophe Oberlin, le professeur Oberlin. Khadija, tu connaissais le professeur Oberlin ou pas, en toute honnêteté ? Non, en toute honnêteté, je ne connaissais pas, mais je suis très heureuse qu'il y ait des ouvrages comme ça qui sortent encore. C'est très important de maintenir, j'ai envie de dire, un certain combat, une lutte, et même une idée assez tranchée sur la question, vraiment de regarder cette question palestinienne en face.
Et voilà, j'en suis très heureuse et je me ferai une joie de lire l'ouvrage très bientôt. Oui. Si je peux dire juste un mot par rapport à ce que vous venez de dire, ce livre n'est pas un ouvrage militant, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. C'est un livre de droit qui raconte l'histoire du droit sur la question Israël-Palestine et la Cour pénale depuis 2009 en gros. Et tout ce qui est écrit dedans a été strictement contrôlé par l'un des principaux avocats qui travaille à la Cour pénale sur le dossier palestinien, si ce n'est le principal, qui est mon ami Gilles Devers. Et donc, c'est un livre de droit qui est destiné à des gens comme moi, c'est-à-dire pour les nuls, non, je plaisante, mais en tout cas que tout le monde peut comprendre et qui permet finalement de mettre de côté toutes les erreurs concernant le droit international que l'on entend dans les médias, dans la bouche des politiques. Je pense que tout le monde peut lire ce livre et à la fin du livre, vous aurez tous les éléments déjà pour vous regonfler, pour avoir une dose d'optimisme, car vous voyez que tout ça avance. Et depuis que je m'intéresse au droit, je m'aperçois que le droit ressemble terriblement à la médecine. Il y a des avancées, petit à petit, on ajoute une brique et puis de plus en plus, et on ne revient pas en arrière, vous voyez. Donc le droit, là on parlait de ces élections américaines, etc., de beaucoup de choses qui malheureusement nous dépassent. Eh bien le droit, c'est notre dernier rempart aujourd'hui. Et du côté de la Cour pénale, ça avance et il ne faut pas décrier la Cour pénale et sa procureure Fatou Bensouda. Je vous laisserai dans les mains de Tarek Mami, de Khadija Benramdam et de Farid Tabsamani dans un instant, cher professeur. Mais juste auparavant, je passerai un petit coup de fil à un membre de la FCPE du côté de Épinay-sur-Seine, parce qu'apparemment il se passe des choses étranges entre les parents d'élèves et entre la direction de l'établissement. On va tâcher d'en prendre note quelques minutes durant avant d'y consacrer un peu plus de temps la semaine prochaine éventuellement. Et Christophe Oberlin, notre invité aujourd'hui, pour nous parler de ce livre et pour nous parler bien sûr de la cause palestinienne qui lui tend particulièrement à cœur. Dernière question juste avant la pub, Christophe Oberlin, vous en êtes où vous, avec vos problèmes avec le Conseil de l'ordre? Ça s'arrange pas du tout? Non, ça c'est une bluette, c'est une blague qui mérite peut-être d'être racontée, pas ici parce que ça serait un petit peu long, mais bon, on sait qu'il y a un lobby pro-israélien qui fait son travail. Oui, bien sûr. Les lobbies, c'est pas interdit, ça existe. Et donc, le Conseil de l'ordre a été saisi par le lobby et il est bien tombé parce qu'à l'époque de la saisine concernant mon cas, entre guillemets, eh bien, la présidente de la chambre disciplinaire était une dame qui avait qui avait de grosses casseroles, hein, je dirais, qui avait couvert pendant des années un médecin qui violait ses patientes en consultation, qui avait même porté plainte contre un médecin qui s'était plaint que sa femme avait été violée en consultation par le médecin en question, et Madame Bensouda lui avait collé Madame Bensouda, pardon. Lapsus. Lapsus, non, là c'est... Non révélateur. Pardon pour Madame Bensouda. Et donc la directrice de la présidente de la chambre disciplinaire lui avait collé un blâme. Jusqu'au jour où le docteur Azoud, pour ne pas le nommer, est allé en cour d'assises et a été condamné à 8 ans de prison. Bon. Et donc c'est cette dame qui a porté plainte contre moi et qui finalement, je dirais que s'est ridiculisée du début jusqu'à la fin. Ils se sont fait débouter aux défenseurs des droits, ils se sont fait débouter en appel. Voilà, on referme. Dans un instant, on fait un petit tour du côté de Épinay et Christophe Oberlin pour parler de son livre. Tarek Mami, Khadija Benramdam et Farid Tabsamani sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous, en direct avec nous Khadija Benramdam, la seule fille de la journée dans l'émission, donc c'était quand même bien de le signaler. Farid Tabsamani est avec nous et Tarek Mami aussi. Ils sont souvent ensemble d'ailleurs le vendredi, hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas ils aiment bien être ensemble. Et notre invité Christophe Oberlin. Messieurs, là, un petit tour du côté de Épinay-sur-Seine avec Vincent Gerbier qui est avec nous de la FCPE. Bonsoir Monsieur Gerbier. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur France Maghreb 2. Je vous remercie. Il y a quelques soucis visiblement avec un lycée en particulier de Épinay-sur-Seine. Que se passe-t-il, Monsieur Gerbier? Alors le lycée d'Épinay-sur-Seine, effectivement, il a un petit souci. On arrive à sa 3e année où des travaux pour réaménager le lycée nous amènent à des grandes difficultés, enfin surtout les élèves.
pour l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont mêlés au bruit du marteau-piqueur, de la scie sauteuse et tout ce qu'il en est, dans des classes préfabriquées d'ordre de chantier, alors bien différentes de lorsqu'on était jeune, hein, c'est plus du tout les mêmes bungalows, mais en attendant, ils sont effectivement entassés, puisqu'il n'y a plus de cours de récréation, hein, du fait qu'on est vraiment... c'est dommage qu'on ne peut pas visionner les photos qui ont été prises à travers ce lycée, et ça crée des conditions d'apprentissage qui sont catastrophiques. Alors en plus maintenant, avec effectivement la loi sanitaire liée au Covid, et un plan Vigipirate, on est complètement, enfin les parents, beaucoup de parents sont complètement désabusés et inquiets de cette façon d'apprendre. Sans parler des élèves aussi. Le ministère qui annonce également des mesures pour qu'il y ait moins de brassage à travers l'établissement, et bien tout cela apporte d'énormes complications. Et quand je vous dis que c'est une école en chantier, c'est une école en chantier. Hein, on n'est pas en train de faire du papier peint. C'est franchement, c'est des grues, c'est quelque chose d'impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens n'accepteraient pas ça chez eux, ou même de leur voisinage. Et ben nos enfants, eux, ils sont dans un mode d'apprentissage tel que. Voilà le souci. On me disait, Monsieur Gerbier, que quelques parents d'élèves me disaient que les élèves entendaient à peine ce que pouvait dire le professeur, tellement les bruits sont importants, les bruits de travaux. Ah bah c'est impressionnant, effectivement. J'ai une vidéo avec le son justement sur mon ordinateur, parce qu'il y a quand même quelques parents et quelques professeurs qui contestent et donc qui apportent les preuves. D'ailleurs, j'espère que le message a été envoyé jusqu'à Madame Pécresse, puisque par différents courriers, maintenant avec l'informatique et les WhatsApp, on arrive à envoyer sous d'autres formes. Mais non seulement ça, il y a ce bruit, mais en plus maintenant avec le Covid, ils sont amenés, suivant les craintes des professeurs, d'ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces. Donc ils ont en plus maintenant le froid. On arrive dans une période où c'est complètement aberrant. Alors, bien entendu, les promesses, c'est que c'est bientôt terminé. Mais enfin, il y a des élèves, ils sont rentrés dans le lycée en seconde. Aujourd'hui, ils sont en terminale. Ils auront vécu toute la scolarisation de cette façon et partiront du lycée. Ça sera pas terminé. Donc en fait, bon... c'est pas acceptable. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous demandez clairement, Monsieur Gerbier? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Ce qu'ont demandé plusieurs fois les parents d'élèves et surtout les professeurs, c'est effectivement l'insonorisation des pièces. Donc ça a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. On peut pas mentir. Mais aujourd'hui encore, les vidéos qui ont été faites, le bruit était toujours présent. Alors la directrice est nouvelle dans l'établissement, donc elle va certainement porter tout ce qu'elle peut pour que ça soit modifié. On a des barrières de sécurité, c'est ni plus ni moins des trucs sur des plots en béton qui peuvent tomber il nous suffit de pousser quoi par rapport au plan Vigipirate. Donc ce qu'on demande, c'est une accélération des travaux, surtout quand la présence des élèves est moindre. Et les week-ends, alors on nous promet que c'est fait de cette façon, bien entendu. Il y a toujours et je peux le croire d'ailleurs. Hein, c'est pas non plus, je veux pas non plus être de mauvaise foi. Mais on demande de la considération pour les élèves et effectivement peut-être pas du favoritisme, mais en tout cas plus de professeurs aussi pour permettre de dédoubler les classes, pour leur permettre de rattraper le temps perdu, parce qu'il y a eu de la perte de temps, bien entendu, et puis il y a eu des stress, il y a eu des mal de tête, maintenant ils ont le masque, mais il y a toutes ces choses. Donc on est demandeur d'attention, mais on est demandeur aussi de perfection quant à la façon de travailler. Bon, Monsieur Gerbier, ce que je vous propose, c'est de refaire un point la semaine prochaine. En tout cas, c'était bien d'en parler, de ce qui se passe du côté de... Le lycée s'appelle comment d'ailleurs, à Épinay, le lycée en question? Alors, c'est le lycée Fédère, en fait. Hein. Lycée Fédère, d'accord. Merci, Monsieur Gerbier, en tout cas, de nous avoir alertés aujourd'hui. Avec 1550 élèves, quand même, je tiens à le préciser aussi, c'est quand même pas petit. Ouais. Voilà. Effectivement. Merci à vous, tous, Monsieur Gerbier. À très bientôt et merci de nous avoir alertés sur la situation. On peut imaginer que la difficulté que cela peut occasionner, déjà de travailler dans des conditions franchement pas terribles, et qui plus est si on y rajoute les travaux, le bruit et tout ce qui va avec. Bon, bah voilà, imaginez ce que ça peut donner. Monsieur Oberlin, Christophe Oberlin est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Avec Tarek Mami, avec Farid Tabsamani, avec Khadija Ben Ramdan. Alors, parmi les 3 personnes qui sont avec moi, un seul a lu le livre, s'appelle Tarek Mami. Donc, je lui réserve la première question, évidemment. Alors, merci Christophe. Je rappelle donc le livre de Christophe Oberlin s'intitule « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête ».
l'enquête étant une enquête sur l'histoire donc de cette question. L'éditeur, c'est Éric Bonnier. Et avant donc de poser ma question, en tout cas ma vision pour que le docteur Oberlin puisse nous répondre, que le précédent livre de M. Oberlin a fait beaucoup de bruit parce que M. Oberlin nous parle de, écoutez bien, chers auditrices, chers auditeurs, ouvrez les oreilles, de chrétiens palestiniens à Gaza. Parce que quand vous regardez la télévision française en général, vous avez l'impression que Gaza, c'est un nid d'islamistes, comme on disait avant, un nid d'espions. Et bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que dans un nid d'islamistes, vous ayez des citoyens qui sont de confession donc, catholique, chrétienne, et qui ne veulent pas quitter leur territoire, Gaza, et qui se battent aux côtés des musulmans, des islamistes. Donc, il faut aussi prendre le temps, chère Khadija, d'aller chercher ce livre qui s'appelle donc Les chrétiens de Gaza, qui permet à mieux connaître cette région. Pour le reste, donc, le docteur Oberlin nous a dit tout à l'heure qu'il a appris que le droit, c'est un peu comme la médecine, c'est-à-dire on l'a construit petit à petit et quand on a réparé, en général, on ne revient pas dessus. Moi, j'aurais peut-être une image, cher Christophe Oberlin, c'est que quand on lit ce livre, on trouve qu'il y a une espèce d'autoroute et un chemin de fer, mais que ce chemin n'est pas facile et qu'il n'est pas pavé de bonnes intentions et qu'il poserait même, j'allais dire, une question tripartite que je vous pose, sur laquelle on va revenir. C'est que d'un côté, il y a la position de l'autorité palestinienne qui n'est pas tout à fait claire sur cette question, et vous en avez parlé à plusieurs reprises. La deuxième, c'est que Mme Bessouda elle-même, qui a ouvert donc cette pré-enquête, n'a pas toujours été claire dans ses positions, et certaines mauvaises langues disent qu'elle lance l'opération à quelques mois de son départ, de la fin de son mandat, qui dure quand même depuis 9 ans. Et la troisième, c'est la position de quelques États européens, notamment l'Allemagne, et de beaucoup d'intellectuels français, notamment, j'allais dire, l'avocat et le ministre, M. Badinter, qui tout d'un coup, quand il s'agit d'Israël et de Palestine, l'Allemagne et M. Badinter se retrouvent sur la même lignée et contestent cette saisine. Donc, je commencerai par la première. L'autorité palestinienne a-t-elle fait, pour vous, son travail pour que ce dossier soit construit et bien construit ? Merci Tarek Mami. Juste un mot sur ce que vous avez dit sur les chrétiens de Gaza. Ils sont essentiellement orthodoxes et non pas catholiques. Concernant la question sur l'autorité palestinienne, écoutez, on m'a reproché pendant des années d'attaquer l'autorité palestinienne justement parce que, en particulier, elle n'utilisait pas les possibilités que donnait le droit. Et j'en ai débattu même d'une façon un petit peu vive d'ailleurs avec même l'ambassadeur. Mais ce qu'il faut reconnaître, eh bien, c'est qu'avec le temps, l'autorité palestinienne qui aurait pu agir depuis 2012 a fini par agir en 2015, après avoir bloqué 2 plaintes qui étaient parvenues dans les bonnes et dues formes à la Cour pénale internationale, des plaintes qui venaient du ministre de la Justice de l'autorité palestinienne. Après avoir bloqué par 2 fois ces plaintes, en 2009 et en 2014, eh bien finalement, l'autorité palestinienne a adhéré à la Cour pénale internationale en janvier 2015. Donc ça, il ne faut pas le nier. C'est un point essentiel. Lorsqu'un État partie de la Cour pénale internationale vient se plaindre, eh bien, ça a une puissance beaucoup plus importante, car il faut bien reconnaître que le rôle du procureur, qui est la porte d'entrée, c'est le procureur qui décide et personne d'autre, et c'est un rôle éminemment politique. Il faut qu'il y ait des pressions politiques, et lorsque c'est un État qui se plaint, parmi les milliers de plaintes qui ont été déjà déposées depuis que la Cour pénale internationale existe, seuls 8 ont été saisis par des États partis. C'est 8 fois seulement que des États partis se sont plaints et l'ouverture d'enquête était inéluctable. Donc, il faut reconnaître à l'autorité palestinienne
d'avoir adhéré à la Cour pénale en 2015, mais ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est d'avoir mis 3 ans et demi avant de porter plainte, car après avoir adhéré, il fallait porter plainte. C'est le fameux article 14 de la Cour pénale. Donc il y a eu 3 ans et demi qui ont été perdus et qui ne sont en rien dus au bureau du procureur qui a mené son enquête préliminaire avec beaucoup d'attention pendant toute cette période. Tarek? Oui, alors la deuxième, ce qui m'intrigue, c'est qu'effectivement, Mme Bensouda a mis du temps elle aussi, puisque avant que l'autorité palestinienne ne dépose plainte, il y a eu d'autres plaintes, notamment par des personnes directement concernées. Et à l'époque, je me souviens que beaucoup disaient qu'en fait, elle ne veut pas se mouiller, elle ne veut pas ouvrir, alors qu'elle a le monopole de l'ouverture et de la saisine donc, de ce dossier. Alors c'est vrai concernant l'affaire du Mavi Marmara, et la défense de la procureure était faible si l'on ne gratte pas un petit peu au fond des choses. Dans l'affaire du Mavi Marmara, c'est 9 militants turcs assassinés dans les eaux internationales par Israël en 2010. Eh bien, Fatou Bensouda a refusé d'ouvrir une enquête avec des arguments juridiquement qui n'étaient pas bons, qui globalement se résumaient en une phrase. Il ne s'agit pas d'un crime d'une ampleur suffisante pour que j'ouvre une enquête. Alors évidemment, ça choque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau du procureur, c'est 30 personnes. 30 personnes pour juger le monde entier. Ouais. Et surtout, elle a enterré définitivement l'affaire du Mavi Marmara, 11 jours très exactement, avant d'annoncer son ouverture d'enquête sur l'ensemble du dossier Israël-Palestine. Donc on voit que cette dame a tenu une position qu'on peut un peu comprendre, parce que finalement l'affaire du Mavi Marmara, elle a été réglée avec les Turcs et Israël, il y a eu des indemnisations, la Turquie ne s'est pas battue, l'autorité palestinienne n'a strictement rien fait dans cette affaire. Donc finalement, c'était une affaire qui était un cul-de-sac sur le plan juridique, vraisemblablement. Et donc la suite, avec cette annonce d'ouverture d'enquête sur l'ensemble du dossier, a montré que Fatou Bensouda, finalement, avait joué à ses fins, à mon avis, dans cette affaire. Docteur Oberlin est avec nous, en direct. Elle est apparue comme celle qui a bloqué pendant un certain moment et celle qui a déclenché le dossier dans un second moment, et j'allais dire sa position ne doit pas être facile. Par contre, le jour où elle annonçait donc l'ouverture de dossier, on a eu une avalanche de prises de position pro-israélienne, donc notamment les Américains et les Allemands. Et donc ma troisième interrogation dans ce dossier, puisque c'est un dossier tripartite pour moi, c'est la position de l'Allemagne qui, par culpabilité de son histoire nazie, alors que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce que leurs arrière-grands-parents ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la presse allemande n'est pas tendre avec le bureau des procureurs et du ministère de la Justice allemand. Et donc, cette position de l'Allemagne, donc du gouvernement de Mme Merkel, se retrouve dans la bouche de beaucoup d'intellectuels français, et surtout le plus imminent parmi eux, celui qui a fait abolir, donc avec l'accord du président de la République, M. Badinter, la peine de mort en France, et qui tout d'un coup, quand il s'agit d'Israël, j'allais dire, les mots sont courts et la réaction est courte, sous prétexte qu'il n'y a pas d'État palestinien, un débat politique, un débat juridique qu'on va éviter. Mais comprenez-vous que M. Badinter, avec toute sa taille et son histoire, ne puisse pas être ce qu'on appelait pour d'autres un homme juste. Alors écoutez, je crois qu'il faut se reporter aux livres, ceux qui nous écoutent, parce que pour mesurer le poids des différents acteurs dans cette affaire, la Cour pénale internationale, c'est 123 pays. Les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'a strictement aucune influence sur ce qui passe à la Cour. En ce qui concerne les pays dans l'échange qui ont eu lieu entre la Cour et Fatou Bensouda, dans ce qu'on appelle l'amicus curiae, les amis de la Cour, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'échanges où chacun a pu donner son avis, eh bien, il y a en tout et pour tout 8 pays qui ont donné un avis défavorable aux Palestiniens, et ce sont des pays comme la Hongrie, l'Ouganda, que sais-je, et l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça a jeté un froid, y compris dans les hautes sphères allemandes et au niveau du ministère des Affaires étrangères.
parce que c'est une position qui n'est évidemment pas du tout consensuelle. Cela dit, l'Allemagne, eh bien, l'Allemagne respecte le statut de la Cour pénale internationale. Dans un amicus curiae, elle a donné son avis, et elle a donné un avis qui est extrêmement faible, puisqu'elle a dit il ne faut pas faire de politique, nous on est pour 2 États. Ça n'a strictement rien à voir avec les crimes de guerre et les victimes de Gaza. Rien à voir. C'est-à-dire que c'est un argumentaire d'une pauvreté absolue et auquel, bon, il ne faudra pas attacher d'importance. L'immense majorité des pays sont en faveur de cette ouverture d'enquête, mais disons qu'il y en a qui ont fait parler plus que d'autres. Mais en tout cas, la voix de l'Allemagne ne pèse rien face aux 123 pays. Je rappelle le titre du livre, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. L'enquête signée du professeur Oberlin avec nous. Et quand je vous parle donc de M. Badinter, je dirais que M. Badinter, dans cette affaire, se conduit comme un lobbyiste. Les lobbies, ça existe, il faut simplement le reconnaître, les nommer. C'est un lobbyiste, mais son texte sur le plan juridique peut être démonté par n'importe quel étudiant en droit en quelques minutes. Khadija, une petite question au docteur Oberlin ici avec nous. Je rêve de débattre avec M. Badinter s'il avait le courage de venir discuter sur le plan juridique. Je lui lance l'invitation, M. Badinter. On va l'appeler, on va le contacter. Pourquoi pas lui proposer un débat avec vous, M. Oberlin, hein? Bien sûr. Khadija, une petite question. Professeur Oberlin ici avec nous qui est venu nous présenter son livre que tu n'as pas encore lu et que tu vas lire. Je suis sûr que tu vas t'empresser de le lire. Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête. Oui, alors moi j'ai 2 questions peut-être très simples. Quelle position des autorités françaises sur le sujet et quelles retombées concrètes sur la vie des Palestiniens, peut-être dans quelques années, si ce dossier venait à aboutir sur une condamnation? Écoutez, la position des autorités françaises, elles n'ont pas de position à adopter puisque c'est une affaire purement juridique. Il y a 123 pays qui ont adhéré, il y a des juges qui sont élus parmi les 123 représentants qui sont issus des pays, mais qui ne représentent pas leur pays, qui représentent le droit. Autrement dit, toutes les interventions politiques peuvent être faites sur toutes les ondes et dans toute la presse. Ça n'influe pas. Ce sont des juges qui maintenant ont les choses en main. Et ce sont des juges et un procureur qui, contrairement par exemple à ce qui se passe dans les États-nations comme le nôtre, ne sont pas sous la dépendance du politique, puisque contrairement à chez nous, l'avancement des juges, la nomination des procureurs, n'est pas faite par l'instance politique. Ouais. Donc Fatou Bensouda a travaillé pendant son mandat, qui est un mandat de 9 ans. Elle a travaillé de manière remarquable, en tout cas sur ce dossier, et puis aussi sur le dossier afghan, il faut bien le dire. Les juges sont nommés également pour la même durée. Ils ne sont que 18, ce qui n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ça permet au moins de les connaître à travers les textes qu'ils produisent. Et vous voyez, ce n'est pas ces 5 années qui se sont écoulées. Ça aboutit à des textes d'une profondeur exceptionnelle. Le réquisitoire, si j'ose dire, de Fatou Bensouda, c'est 120 pages avec plus de 600 références bibliographiques, 600 références juridiques. Autrement dit, il y a un travail colossal qui a été fait et qui est limité au droit, rien qu'au droit et à la jurisprudence. Alors on pourra parler de la notion d'État. La notion d'État, et c'est le seul argument d'ailleurs de M. Badinter, la Palestine n'est pas un État, donc elle n'a pas le droit de se plaindre. Reconnaissez que c'est un peu court. La Palestine a été acceptée à la Cour pénale internationale comme État au regard aux yeux de la Cour pénale internationale, avec toutes les prérogatives, tous les droits et devoirs. Donc ça n'a rien à voir avec des frontières, ça n'a rien à voir avec la définition de Weber, par exemple, de la notion d'État. C'est tout simplement, nous admettons un membre dans notre association avec tous les droits et devoirs. Et la deuxième question de Khadija, à savoir quelles seront les retombées sur les Palestiniens en cas de condamnation ? Alors, on n'en est pas aux condamnations. Les retombées, elles viendront bien avant, parce que lorsque des personnes vont devoir être entendues, et je rappelle que la Cour pénale internationale s'attaque aux commanditaires, aux responsables, pas aux soldats derrière son mur de terre qui descend un jeune. Lorsque des personnes, et d'ailleurs les Israéliens ne s'y trompent pas, ils ont déjà listé les personnes auxquelles on recommande de ne pas voyager, et surtout après l'ouverture d'enquête officielle, ce qui n'est pas encore le cas,
eh bien, le simple fait qu'un certain nombre de personnages soient entendus, soient poursuivis, et là, la tactique israélienne sera très intéressante à suivre. On aurait pu imaginer qu'ils allaient faire la politique de la chaise vide. Ce n'est pas le cas. Depuis des années déjà, ils entretiennent des contacts très étroits. Ils sont reçus régulièrement à la Cour pénale internationale, et le réquisitoire, ou plutôt la réponse du procureur, d'ailleurs c'est assez amusant, du procureur général d'Israël face au réquisitoire, aux mémoires de Fatou Bensouda, curieusement, est sorti plusieurs heures avant la publication de celui de Fatou Bensouda, et il répondait point par point. Autrement dit, ils sont en contact permanent. Rapidement, dernière question, Farid. Alors, je ne sais pas si ça va être une question. En fait, juste un rappel plutôt. La CPI, qui est une juridiction internationale relativement récente. 2002. Voilà, je crois qu'elle avait, c'est ça, une vingtaine d'années. En fait, un certain nombre de pays l'ont signée, mais pas ratifiée. Si je ne dis pas de bêtises, dont notamment les États-Unis d'Amérique, qui ne l'ont pas signé. La France l'a ratifié, l'a signé et ratifié. Les États-Unis l'ont signé mais pas ratifié. Si je ne dis pas de bêtises, la Russie l'a signé mais pas ratifié. Mais surtout, pour votre livre, Israël l'a signé mais pas ratifié, non ? Israël n'a ni signé ni ratifié. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dis pas de bêtises, alors du coup, peut-être... Je sens que vous allez faire une erreur, mais ce sont ces erreurs qui permettent justement d'éclairer ceux qui nous écoutent. Fais une bêtise pour une fois, Farid, vas-y. Non, ma question c'est, est-ce que lorsqu'on l'a ni signé ni ratifié, est-ce que c'est contraignant ? Et bien sûr, c'est contraignant, bien sûr. Lorsqu'on a signé et ratifié, ça veut dire qu'on s'engage à collaborer complètement. Mais bien entendu, ceux qui ont fait le statut de Rome, qui étaient issus des tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie, etc., eh bien, leur point de vue, c'est les victimes. Il faut que les victimes aient une tribune. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a eu toute une polémique en disant, mais écoutez, vous voulez pas que les Palestiniens se plaignent à la Cour pénale internationale, existe-t-il une autre tribune ? Et là, le ministre, Heiko Maes, a eu strictement aucune réponse, voilà. Donc ce sont les victimes. Autrement dit, bien entendu, que les pays... D'abord, il y a des pays qui sont des États défaits, qui sont en guerre, évidemment. Les crimes de guerre, c'est pendant la guerre. Autrement dit, tout cela est prévu. Il y a plusieurs portes d'entrée à la Cour pénale. Et c'est pas simplement la saisine par les États. Là, il se trouve que c'est l'État de Palestine, donc ça a une valeur politique, une puissance extraordinaire. Ouais. Lorsque c'est le Conseil de sécurité, eh bien, c'est également très puissant. On peut remarquer d'ailleurs que 3 des membres des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et pourtant, ils ont saisi le Conseil de sécurité à la suite de la demande de M. Sarkozy concernant la Côte d'Ivoire, avec le succès que l'on sait. On rappelle le titre du livre. Ça s'appelle « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». L'enquête signée le docteur Christophe Oberlin. Merci beaucoup, et en tout cas, cher docteur, vous êtes ici chez vous, donc vous pourrez revenir non seulement pour éventuellement débattre avec M. Badinter, pourquoi pas, et aussi pour venir nous reparler de Gaza, parce que vous êtes quand même le mieux placé. Vous y allez très souvent à Gaza. Vous y allez quand d'ailleurs, bientôt là ? Depuis le Covid, la dernière fois c'était mars, oui. J'y vais 3 fois par an, mais depuis mars tout est fermé, tout est bouclé, évidemment. On est dans les starting blocks. Il y en a un qui vous a écouté, il s'appelle La Belle Histoire, il résume notre émission, et vous allez voir de fort belles manières dans un instant à suivre sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum en ce vendredi avec Farid Tabsamani, avec Khadija Ben Ramdam, avec Tarek Mami et avec le professeur Oberlin qui donc est venu nous présenter son livre, bien entendu. Mais pour l'heure, bien souvent, chaque semaine, le vendredi en l'occurrence, monsieur Oberlin, il y a quelqu'un qui s'appelle La Belle Histoire, qui écoute l'émission, qui est un auditeur longue date, on va dire, mais qui écrit et qui nous fait un petit résumé de ce qu'il a entendu durant cette émission. Donc il vous a écouté, entendu, voici ce que ça donne. La Belle Histoire, bonjour, c'est à vous. Merci beaucoup Christophe, bonjour à toutes et à tous. Malgré ces petits soucis techniques, on arrive toujours à être là, et le titre de la chronique du jour s'appelle 20th Century Fox News by Donald Trump. Les États-Unis d'Amérique ont été, et le sont encore, durant cet éternel folklore que sont les élections américaines, un grand et éternel cinéma américain. Deux combattants et un juge suprême, Donald Trump, Joe Biden et le peuple américain. 50 États fédéraux dans ce gloubi-boulga électoral dont les noms des 50 États donnent le là d'une situation ubuesque. Tous les grands médias se sont fait encore trumper à coups de sondages à chaud, sans avoir le sang-froid en recul
comme le climat de l'Alaska. Sweet Home Alabama, doux amer quand Trump manquait plutôt de vision et d'Arizona. Nombre de ses collaborateurs ont été trumpés par Trump à force de fidélité biaisée, répondant au terme de californication des puissants. L'Amérique a longtemps coupé en deux ses Caroline du Nord et Caroline du Sud, mais n'arrive pas à se mettre d'accord pour élire un président. Trump et Biden se battant comme des colorados. Je viens de loin, du pays guerrier, du Delaware. Suis représentant par un président au riz de flou de Floride. Ray Charles chantait à l'époque son amour pour la Géorgie, donc Georgia, quand pour noyer mon chagrin, je bois ma bouteille de Hawaï. Comme un boomerang, comme chantait Étienne de l'Idaho, au lasso de l'Indiana Jones, le joli Illinois de l'Iowa me demande de Kansas la croûte chez Kentucky Fried Chicken, autrement dit KFC, pour faire la paix. Ah ouais, ma chérie Louisiane Maine demande de me fiancer au Maryland et d'enfiler mes Massachusetts habillés en Minnesota pour dire le jour J oui à Mississippi. Et tant pis pour Missouri. Route 66, je l'explore en Nevada, direction le Nouveau-Mexique, sans tutoyer l'ancien, puisqu'il y a un mur. Nous avons tous quelque chose en nous de Tennessee, et c'est la classe à Dallas, quand le président domine l'univers impitoyable en Texas, et Texas Instruments est l'élément dont on a besoin pour compter les voix, évidemment, la fameuse calculatrice, offrant une voie royale vers la Casa Blanca, la Maison Blanche. Si vous avez compris mon texte, vous êtes un champion. Si vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas grave, c'est à l'image de l'Amérique des États-Unis. Comme les électeurs ont voté par correspondance, le suspense est entier. Ça s'appelle House of Cards. Dans la vie, tout est une histoire de cour. La Cour suprême représente pour Trump sa suprématie mégalomaniaque, de sa pseudo-omnipotente victoire. La Cour pénale internationale regarde le droit et rien que le droit. Et même Israël doit s'en référer, car nul n'est censé ignorer le droit pénal international. La Palestine a ma haute estime, qui unit à toutes celles qui se sentent solidaires du sort des Palestiniens. Je salue bien évidemment le médecin Christophe Oberlin l'Enchanteur. Pour conclure, l'Amérique, Israël, la France, le monde entier, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise, finissent par nous embarquer dans un manège que l'on appelle le cinéma américain. Merci, la belle histoire. Christophe, tu valides ? Ah oui, non, c'était magnifique. Et c'est bien, vous voyez, ça va un petit peu dans le sens que j'indiquais tout à l'heure à propos du Covid. Un peu de responsabilité, un peu d'humour. Votre humour est, si j'étais un peu provocateur, je dirais, est 1000 fois plus utile que certaines caricatures. Oh, bien joué, bien joué. Merci en tout cas Christophe Oberlin d'être venu dans nos studios. Ce fut un agréable moment, court mais intense. Merci beaucoup en tout cas. Le livre, on le rappelle, s'appelle donc Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. L'enquête absolument à lire et à se procurer. Merci beaucoup Mahadija. Bon week-end à toi. Ce fut court aussi et intense. Merci mon Farid. Merci Tarek Mami. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci tout le monde. Et à très bientôt, notamment lundi, on sera de retour pour une nouvelle semaine de liberté d'expression sur France Maghreb 2. Et encore une fois, la bienvenue à tous nos auditeurs bordelais et toulousains qui nous ont rejoints sur le DAB+, depuis hier et aujourd'hui. Ainsi, la grande famille de France Maghreb 2 s'agrandit de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Bon week-end tout le monde. Dans un instant, on change de registre puisque nous sommes vendredi. C'est avec le professeur Samir Abstam que vous avez rendez-vous pour l'émission Parler Islam jusque 20h sur France Maghreb 2. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions en direct à la radio et ce pendant 2 heures. Bon week-end tout le monde, prenez bien soin de vous et autant que faire se peut, restez chez vous, c'est quand même mieux, ce qui est demandé un petit peu à tout le monde. Donc on va essayer de respecter un petit peu les règles pour essayer d'en sortir un peu plus vite de ce reconfinement 2.0 qui ne ressemble pas vraiment à un confinement. Mais quoi qu'il en soit, si vous le pouvez, restez à la maison et pour vous faire plaisir éventuellement et vous détendre, écoutez France Maghreb 2, c'est pas de refus et ça